Mhm. Merci beaucoup Thierry de me les proposer déjà de partager quelques idées autour de cette notion des projets collaboratifs. Hein, je trouve que c'est vraiment intéressant de partager au sein d'une communauté les pratiques de projet, puisque par nature, il n'y a pas de vérité absolue. Quand on parle de management de projet, on parle de projets de tellement de natures différentes que les pratiques peuvent être aussi très différentes. Donc, il y a pas de vérité absolue, y compris dans tout ce que je vais dire dans les 40 minutes qui viennent. Donc, je vais émettre quelques idées hein, qui sont issues de mon expérience. J'essaye de débiaiser un petit peu le regard, c'est-à-dire de prendre du recul sur ce que j'ai fait pour essayer de le rendre applicable ou réaliste dans différents environnements, mais on a tous un biais puisque bah, certains viennent peut-être de l'informatique, donc on pilotait des projets informatiques, d'autres du monde de l'éducation, dont d'autres sont dans des administrations. Donc c'est ce qui est merveilleux dans les communautés de projets, c'est que on peut débattre pendant des années, il y aura pas de vérité absolue, mais bon, il y a des pratiques qu'on peut partager quand même. Voilà. Alors, le biais que j'ai est issu un peu de mon expérience, qui vient d'abord de, de- de pays d'aide au développement, dans le cadre de projets de développement en Afrique. Ensuite, j'ai intégré le groupe Thales, où j'ai travaillé plutôt sur des projets industriels. Et puis après, je suis parti, j'ai quitté Thales pour monter un cabinet. Et là, je suis intervenu sur un peu tous les secteurs. Voilà. Et aujourd'hui, je suis dans le cabinet Anthrope, qui est un cabinet spécialisé dans les transformations d'entreprise. Et puis, j'ai aussi un prisme ou un regard sur les projets associatifs. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure. J'ai monté plusieurs associations dans lesquelles on a monté des projets d'innovation collaborative notamment, et ça va être un des sujets que je vais aborder. Alors, les thématiques qu'on va aborder, c'est quoi un projet collaboratif? Pourquoi ça me semble important d'aborder ce thème et quelles sont les spécificités. Voilà, avec je vais essayer d'identifier des pratiques, en tout cas des propositions de pratiques qui peuvent aider à gérer cette typologie de projet. Alors, ce qui est intéressant avec ce terme, projet collaboratif, c'est que on l'entend de temps en temps, hein, pas toujours, mais derrière, il y a beaucoup d'imaginaire. On ne sait pas tellement ce qu'il y a derrière. Il y a plusieurs définitions qui existent dans la tête de personnes, mais il n'y a pas de définition standardisée aujourd'hui. Alors, je précise, il y a presque une dizaine d'années, j'ai écrit 500 pages un peu sur le sujet dans le cadre d'une thèse. Donc, j'ai essayé de faire un extrait, mais à travers la revue de littérature, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de définition de ce qu'est un projet collaboratif. Donc, c'est vraiment, il y a une définition qui est apposée. Et bah, je vais vous proposer une définition. Et la proposition que je vais vous proposer tout à l'heure, vous pouvez tout à fait la challenger pendant ou à la fin de cette conférence. Alors, je vais commencer pour à définir justement ce que je propose comme définition et de ce que peut être un projet collaboratif. Alors, je vais présenter différentes situations. Une première situation, et je vais parler de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre. Hein, en général, le maître d'ouvrage, c'est celui qui finance, qui a l'argent et qui a un besoin. Et puis, il y a un maître d'œuvre, c'est celui qui va réaliser, qui va répondre aux besoins du maître d'ouvrage, donc en général qui a une expertise technique et qui va livrer quelque chose au maître d'ouvrage. Alors, ce terme-là, il peut être utilisé soit dans des relations dites contractuelles, c'est-à-dire entre deux entreprises, voilà, il y a un maître d'ouvrage qui est vu comme un client et un maître d'œuvre qui est par exemple un industriel qui, sur la base d'un cahier des charges, livre une solution, mais on peut l'utiliser au sein aussi d'une entreprise pour un projet intra-entreprise. Et là, la maîtrise d'ouvrage est par exemple dans une banque une direction métier, par exemple la direction des risques, et le maître d'œuvre est par exemple la DSI à qui la direction des risques a demandé de développer un logiciel spécifique, une application spécifique pour ses propres besoins. Voilà. Et on parle aussi de relations maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Mais dans ce cas-là, il y a un demandeur et un réalisateur qui est le maître d'ouvrage. On est dans une sous-traitance simple. Ensuite, on peut avoir la même situation, c'est-à-dire un maître d'ouvrage qui va financer, qui a un besoin, qui l'exprime et qui demande à plusieurs personnes de réaliser, de répondre à son attente, parce qu'il y a besoin de plusieurs expertises. On peut avoir une autre situation qui est plusieurs
personnes se réunissent pour cofinancer quelque chose qui répond à leurs besoins et vont demander à un maître d'œuvre ou plusieurs maîtres d'œuvre de le réaliser. Voilà, donc ça c'est une autre situation, plusieurs personnes qui mutualisent quelque part des moyens et qui vont sous-traiter sur la base d'un cahier des charges la réalisation de la solution qui répond à leurs besoins. Et puis il y a une quatrième situation qui est plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour essayer de financer, de cofinancer quelque chose qui répond à leurs propres besoins. Et en revanche, ceux qui vont réaliser la solution font partie de leur organisation. Donc là, on commence à rentrer dans quelque chose qui s'approche du collaboratif, c'est-à-dire ensemble, on se met à plusieurs pour, pour imaginer quelque chose qui correspond à nos besoins. Ça veut dire qu'on a tous des besoins individuels, mais il y a aussi un besoin collectif. Et ensemble, on va co-élaborer et on va co-réaliser une solution qui répond à notre besoin. Et là, la réalisation de ce qui est fait est majoritairement internalisée, elle est moins sous-traitée. Alors, c'est comme ça que je voulais aborder la définition que je propose de ce qu'est un projet collaboratif, c'est-à-dire un projet qui est défini et réalisé par un ensemble de personnes, un collectif, en réponse à ses propres besoins. Voilà, c'est une proposition de définition que j'ai faite en 2017. Et on voit que de temps en temps, il y a des choses qui sont un peu entre les deux, potentiellement. Il y a des projets qui sont pas trop collaboratifs au sens de ma définition, et des choses qui sont très collaboratifs, voilà, au sens de cette définition, et des choses qui peuvent être un peu entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est un premier niveau de définition que je vais illustrer par quelques exemples. Si je prends des projets dits classiques, c'est-à-dire un projet qui est réalisé pour un tiers. Là, je donne quelques exemples que je connais bien parce que j'ai contribué à ce type de projet. Voilà. Donc, par exemple, un système de télécom sécurisé qui est réalisé pour un tiers, un client, sur la base d'un cahier des charges. Ou un système embarqué sur un avion. Voilà, un réseau, un intranet sécurisé pour un client, pour un tiers. Là, on est vraiment sur du projet interne, du projet vers un client, projet externe vers un client. Ou alors, mais ça peut être aussi un projet interne, hein. Je donnais l'exemple d'une direction des risques au sein d'une banque qui demande à une DSI de réaliser une application spécifique. Voilà, là, on est vraiment sur du projet classique. Il peut y avoir des projets qui sont, et ce sont que des exemples parce que la panoplie des typologies de projets est bien plus large, mais des exemples sur lesquels j'ai travaillé. Des projets d'éducation. Voilà, on peut avoir un pays, par exemple, qui décide de financer massivement sur des programmes d'éducation. Ils vont mettre, par exemple, 10 millions d'euros et ils vont demander à plusieurs organismes, qui peuvent être des associations ou des administrations, de proposer des projets, c'est dans le cadre d'appels à projets, qui vont contribuer à cet objectif. Là, on commence à être dans quelque chose de collaboratif parce que les personnes, ceux qui vont soumettre un projet, en général, vont le faire à plusieurs et vont définir quelque part ce qu'ils estiment être le besoin. Voilà. Avec un exemple, par exemple, je donne l'exemple du NADIC, le National Aid Documentation and Information Center. C'est un centre de documentation, un projet auquel j'ai contribué qui était dans l'Afrique des Grands Lacs, cofinancé par la Commission européenne. Donc, on était 7 ou 8 pays à cofinancer. Moi, je représentais le ministère des Affaires étrangères. Et toute la question, et ce qui est intéressant dans ce type de projet collaboratif, c'est qu'ensemble, on définit un objectif, ensemble, on le réalise, mais il y a quand même des objectifs individuels. Et à travers ce projet, chaque pays avait son objectif individuel, notamment de valorisation de son action. Donc là, on commence à rentrer un peu dans les écueils possibles ou ce qui peut se passer dans le cadre de projets collaboratifs, c'est-à-dire la divergence éventuelle entre des objectifs collectifs et certains objectifs individuels qui sont peut-être plus durs. C'est l'exemple aussi d'un projet en agronomie que j'avais porté, où il y avait des divergences entre ce que les personnes voulaient faire dans le collectif. Et puis,
dans les projets dits collaboratifs, et ça va être un peu le focus de cette conférence, j'ai séparé deux types de projets, les projets d'innovation collaborative et les programmes de transfo. Alors pourquoi? Parce que pour moi, on est vraiment dans le projet collaboratif par excellence. Projet d'innovation collaborative, je donne deux exemples sur lesquels j'ai travaillé, mais j'en ai sur d'autres. C'est, par exemple, se mettre à plusieurs entreprises européennes et définir les systèmes de com entre avions. Voilà, avec souvent un cofinancement, en l'occurrence, là, c'était l'Agence européenne de défense, mais c'est-à-dire que plusieurs entreprises qui sont partenaires dans le cadre du projet, mais concurrents dans le reste du temps, on appelle ça des compétiteurs, hein, vont ensemble élaborer quels vont être les systèmes de com dans 15 ans, dans 20 ans. Projet d'études amont, innovation collaborative, financé à coût de beaucoup d'argent. Et une des premières frustrations que j'ai vécues sur ce type de projet, c'est comment on arrive à faire collaborer des personnes qui sont compétiteurs et qui veulent protéger leur IPR, leur propriété intellectuelle. Donc, on est typiquement dans le cas d'un projet collaboratif où, ensemble, on a des grandes ambitions, mais il y a des freins pour mettre en œuvre cette ambition. Voilà. Le petit bateau que vous voyez, c'est un programme d'innovation collaborative qu'on avait monté avec une des associations avec qui je travaille. C'est un programme à 10 millions d'euros à peu près, qui créait un écosystème d'innovation entre une dizaine de sociétés et 5 organismes de recherche. Pareil, chacun avait sa feuille de route. Donc c'est comment on arrive à aligner les feuilles de route. C'est pas si simple. Je prends l'exemple des programmes de transformation maintenant, comme un projet dit collaboratif. Programme de transformation, c'est collaboratif dans ce sens que au sein d'une entreprise, il va y avoir plusieurs entités qui vont être impactées par la transformation. À travers cette transformation, il y en a qui vont gagner peut-être plus que d'autres, et il y en a qui vont peut-être avoir la sensation de perdre. Donc c'est comment, quand dans le cas d'une transformation, on aligne ces différentes entités sur un objectif commun qui est la réussite et la performance de l'entreprise, et des objectifs individuels où certains vont gagner plus que d'autres. Voilà, je prends un exemple sur une administration de l'aviation civile. Voilà, un programme pour aligner l'ensemble des moyens mis à disposition des contrôleurs aériens. Bon, bah, aligner les quelques dizaines d'aéroports français sur leurs besoins et leurs attentes et leurs objectifs, c'est pas simple, parce que ce sont des chapelles à part. Voilà. Al- euh, France Travail, aligné sur des objectifs communs et conjuguer politique, euh, le, et l'envie des différentes régions et des agences n'est pas simple non plus. Mais c'est la même chose dans une banque. Quand on fait une transformation dimensionnante, bah, chaque business unit, chaque entité peut être impactée de manière très hétérogène par la transformation. Et donc, il y a ce sujet d'alignement. Voilà. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que pour avoir vu un panel, j'ai appuyé ou piloté une centaine de projets à peu près, plus de projets classiques que de projets collaboratifs. Mais sur les projets classiques, l'avantage, c'est qu'il y a un client, un cahier des charges. Donc, bon, bah, on ne se pose pas trop de questions sur le besoin et on répond au cahier des charges. Et même si c'est pas facile et même si on collabore dans le cadre d'un consortium vers un client, bah, au bout d'un moment, le client et le contrat fait loi. Dans un projet collaboratif, on part avec une ambition commune de répondre à quelque chose qui répond à nos besoins, mais chacun a un niveau de maturité différent sur sa perception du besoin, et souvent le besoin se découvre avec le temps. Ça, c'est une première chose. Et en même temps, quand on commence à réaliser la solution et le potentiel de la solution aussi à répondre aux besoins se découvrent avec le temps. Donc, il y a une espèce de malléabilité des projets de transformation, dits collaboratifs, qui est inhérent à la nature même de ce type de projet. Alors, si vous avez des questions, j'ai cru voir une main levée, n'hésitez pas à la poser parce que je ne suis pas sûr de bien voir les mains levées. Alors, je continue. Pourquoi ce thème est important? Bah, pourquoi il m'a touché, hein? Parce que bah, déjà sur les projets d'innovation collaborative, qui sont des projets inter-entreprises, souvent avec des cofinancements, il y a ce que j'ai vécu plusieurs fois,
J'ai dû passer sur une grosse dizaine de projets d'innovation collaborative qui étaient entre quelques millions d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Bah, on a souvent la sensation de dépenser beaucoup d'énergie pour accoucher d'une souris. C'est, c'est pour plein de raisons que j'expliquerai un petit peu plus tard. Et même si on réfléchit à l'échelle, pas forcément que nationale, mais à l'échelle européenne, les financements qui sont liés à l'innovation collaborative sont phénoménaux. C'est des financements énormes. Ce sont Horizon, c'est 90 milliards d'euros, rien qu'un programme. Et en fait, il y a des milliards d'euros chaque année qui sont dépensés dans l'innovation collaborative, et il y a une sensation que cette ressource n'est pas utilisé de manière efficace dans certains projets d'innovation collaborative. Pas dans tous, mais quand même dans beaucoup. Et c'est cette sensation qu'on appelle dans la recherche l'inertie collaborative, la sensation d'inertie collaborative. C'est la sensation d'enlisement qu'on peut avoir. C'est-à-dire on a du mal à converger. Voilà. Ça, c'est un premier thème, un premier constat et qui fait que pour moi, le thème est important. Le deuxième, c'est les transformations d'entreprise. Et ce sont les deux focus que je fais dans le cadre de cette conférence. Projet de transformation d'entreprise, donc c'est une transformation qui impacte significativement plusieurs entités de l'entreprise. Alors là, la sensation, c'est que les bénéfices espérés sont rarement atteints ou rarement pleinement atteints et où ils sont atteints, mais dans la douleur. C'est-à-dire qu'on a, et avec possiblement des dommages collatéraux. Voilà. Ce qui arrive aussi, c'est que on arrive éventuellement à transformer, mais il y a une conduite du changement qui est très qui est très coûteuse et structurellement complexe. Parce que on a du mal à aligner les différentes entités sur j'allais dire le bien commun, mais l'objectif euh, du CODIR, l'objectif de l'entreprise de performance, parce qu'il y a la sensation que bah, peut-être qu'à travers cette transfo, je vais perdre quelque chose. Je pense que vous l'avez tous vécu. Voilà. Donc, pour moi, ce thème est important parce que je ne vais pas dire que ce sont des traumatismes que j'ai vécus, hein, mais à travers cette centaine de projets, j'ai vu vraiment la différence entre des projets dits classiques où il y a un cahier des charges, un besoin qui est exprimé et des personnes qui, même si c'est dur, s'alignent pour répondre au contrat, et des projets collaboratifs où, de temps en temps, il y a une sensation d'inertie collaborative, d'enlisement et d'épuisement. Voilà, donc ça a un impact, c'est pas seulement lié à la performance du projet lui-même, mais ça peut être aussi lié à l'épuisement pour certaines personnes. Voilà. Alors, je vais commencer à rentrer un peu dans les spécificités maintenant de ce que sont les projets collaboratifs. Alors, en phase de cadrage du projet, il y a la manière dont on définit les besoins et les bénéfices. Hein, dans le projet classique, il y a une personne qui définit, le maître d'ouvrage, le sponsor ou le client. Dans les projets collaboratifs, il faut trouver un équilibre entre les objectifs individuels et collectifs. Et c'est l'objet du petit tableau en dessous, où il y a les objectifs au niveau de la collaboration, au niveau de l'organisation, au niveau individuel, qui peuvent être explicites ou cachés. Voilà, ça c'est un état de fait, ça arrivera toujours. Il faut faire avec. Donc il faut l'avoir à l'esprit et trouver des moyens de les identifier, de les faire s'exprimer, de les rendre explicites et de les partager. Et puis de trancher. Dans certains cas, peut-être qu'on n'arrivera pas à s'aligner et peut-être qu'il faut se poser la question de est-ce que je veux m'embarquer dans cette collaboration? Mais il faut se la poser en amont parce qu'une fois qu'on est embarqué, ça devient plus compliqué. Il y a les financements qui sont centralisés dans un cas, payés par un client, dans un autre cas, mutualisés. Et puis, il y a la planification stratégique, on va dire, du projet, qui sont, je dirais, imposées souvent par le client qui impose des jalons clés. Et alors que dans les projets collaboratifs, il y a des feuilles de route individuelles dont il faut tenir compte. Quand on travaille par exemple sur un projet d'innovation collaborative, bah, il y a des entreprises qui travaillent avec des organismes de recherche. Il n'y a pas du tout la même feuille de route en termes d'attente. Là, il y a entre des startups, des PME et des grands groupes, la feuille de route n'est pas la même. L'attente en termes de timing n'est pas la même. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut aligner. Il faut l'aligner dès la phase de cadrage. Voilà, c'est des points de vigilance importants.
Donc, s'il y a une recommandation, une spécificité enfin une recommandation qui va avec ces spécificités, c'est le besoin d'alignement, qui est plus fort, à mon sens, dans les projets collaboratifs que dans les autres typologies de projets, sur les- l'alignement sur les besoins, les objectifs, les livrables, mais aussi le financement et la répartition des bénéfices. Parce que un projet d'innovation collaborative, par exemple, il va produire des bénéfices, il va produire de la propriété intellectuelle. Bon, bah, il faut définir dès le début qui en aura la propriété. Alors, souvent, différencier la propriété et les droits d'usage, mais il faut en parler dès le début. Voilà. Donc ça, ce sont un peu les spécificités dans la phase de cadrage du projet. Et c'est là où finalement les spécificités sont probablement les plus fortes. Mais il y a des spécificités aussi dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, il y a la manière dont on fait le design de la solution. Voilà. Dans un projet classique, il répond cahier des charges, point. Dans un projet collaboratif, il faut que le design réponde de manière équitable aux besoins de tout le monde. Et donc, on va souvent designer une solution un peu par itération. Parce que, en fait, chacun ne pourra pas exprimer ses besoins dès le début. Alors, soit on prend le plus petit dénominateur commun et on risque de frustrer, soit on prend le plus grand dénominateur commun et là, c'est infinançable. On arrive à une usine à gaz. Donc, entre le plus petit et le plus grand dénominateur commun, quand on design, quand on veut répondre à un besoin de tous, d'un collectif, voilà, il faut trouver le bon curseur. Et je reviendrai dessus, mais une démarche par itération est intéressante. La production de la solution, bon, bah, dans un projet classique, c'est le MOE qui pilote la production. Dans le projet collaboratif, la solution est co-élaborée, coproduite avec des équipes mixtes des différentes parties qui sont jugées parties aussi. Parce qu'elles sont poussées par leur direction, chacune, pour que la solution qui est co-élaborée réponde le plus aux besoins de l'entité dont on dépend. Voilà, donc il peut y avoir des conflits d'intérêts dans les équipes de prod. Voilà. Et puis il y a une gouvernance qui est centralisée dans un cas et puis qui doit être concertée et mutualisée dans l'autre. Avec, du coup, c'est un peu cette pyramide, hein, des questions qu'il faut se poser au niveau de ce qu'on met en termes de stratégie de projet, hein. Il faut codéfinir les co-orientations, hein, de management. Voilà, il y a du pilotage qu'il faut faire ensemble. Il faut prendre des décisions ensemble. Et puis, il faut réaliser ensemble. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et je voulais aborder ça, un petit focus, c'est que quand on parle de collaboratif, on imagine tout de suite que le mode de pilotage va être très collaboratif dans le sens, on parle de gouvernance horizontale. C'est-à-dire que tout le monde va participer aux décisions, etc. Oui, pourquoi pas, mais de temps en temps, pour qu'un projet collaboratif fonctionne, il faut plutôt installer une gouvernance verticale. Voilà, ça, les recherches sont relativement assez unanimes là-dessus, et en pratique aussi. C'est-à-dire que si on est 7 boîtes à fonctionner ensemble ou 7 entités au sein d'une entreprise, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche, et il faut peut-être que la gouvernance à certaines phases du projet soit assez verticale. Je reviendrai dessus si j'ai le temps tout à l'heure. Mais Jean-Charles? oui, Ouais. Il y a justement à ce sujet, je pense que ça tombe très très bien. Il y a Dominique Cos qui a posté sur le chat une question et j'invite Dominique à poser la question parce que ça rejoint complètement la notion de gouvernance et oui, Dominique, tout à fait. si tu peux poser la question, voilà. Oui, la question en fait était par rapport en fait au premier slide où on montrait la dichotomie entre la MOE et la MOA pour clarifier les rôles. Oui. Et dans le monde anglo-saxon, on ne parle pas de MOE, MOA, c'est un concept très français, très Mhm, francophone. Et on a plutôt des parties prenantes avec des rôles divers. mhm. Et la question c'était est-ce que cette vision un peu qui est moins clivante, c'est pas un des exemples d'influence du contexte culturel sur la façon dont ça va pouvoir influer, par exemple, la gouvernance de ces projets. Oui, oui, Puisqu'on alors peut avoir plusieurs rôles en fait en partie prenante. oui, C'est oui, moins clivant. bah, la notion de partie prenante implique même les personnes qui ne travaillent pas du tout sur le projet et qui sont complètement extérieures au projet. Du coup, Mais oui, tu as raison, Dominique. Il y a des dénominations. Après, il y a toujours quelqu'un qui va payer et quelqu'un qui va réaliser. Voilà, quel que soit le nom qu'on lui donne. Enfin, dans les projets classiques.
Et dans les projets collaboratifs, il peut y avoir un collectif qui met au pot Bah, disons, comment dire, développer sa propre solution. on peut par contre plus facilement cumuler plusieurs casquettes. Être à la fois, en partie sur le besoin ou sur une partie du besoin et en même temps, parfois aussi de l'autre côté. Oui, oui, c'est clair. Ah. Merci. Merci. Alors, du coup, la question qui se pose et je fais un petit focus sur l'alignement. Et je prends ces deux exemples hein, dans l'innovation collaborative et ça donnera peut-être aussi ce qu'on vient de dire, ça va renforcer ce qu'on vient de dire. Innovation collaborative, j'ai mis, bon, à titre d'exemple, 3 entreprises qui font de l'innovation collaborative entre elles, et pour la transformation, une entreprise avec 3 business units. Voilà. Il va y avoir un premier rail sur lequel il va y avoir des réflexions, c'est le rail dit stratégique. C'est ensemble comment on définit une vision, une cible, des objectifs qui soient communs et acceptables par tous. Voilà. C'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller ensemble. Voilà. Et ça, c'est un premier challenge. Dans l'innovation collaborative, quand 3 entreprises travaillent ensemble, comment elles se mettent d'accord sur la feuille de route technologique. C'est-à-dire, on va créer des innovations ensemble, OK? Quelles sont les innovations qu'on veut créer ensemble? Pourquoi? Qui aura l'ownership? C'est quoi la cible? C'est pas forcément quelque chose de si simple à définir. Dans une entreprise, si la transformation impacte 3 business units, là, j'ai mis exprès 2 business units où il y a 2 sponsors, ce qui est pas forcément la bonne pratique, parce que idéalement, il faut un seul sponsor. Et puis des business change managers, c'est-à-dire des personnes qui représentent l'entité pour le design de la solution et son déploiement. Bon, alors je caricature un petit peu, mais euh, sur ce rail, déjà, il faut arriver à aligner tout le monde. Les business units, dans le cadre d'une transformation, c'est quels sont les modèles cibles, hein, on parle de target operating model, qui semblent raisonnables et équitables à toutes les business units, qu'il n'y ait pas une business unit qui soit complètement défavorisée par rapport à une autre. Voilà, cette fameuse sensation d'équité ou sensation d'inéquité qui pourrait faire en sorte que de manière explicite ou implicite, une des business units freine des cas de fer et fasse tout pour que la transformation ne se fasse pas. Voilà. Donc ça, c'est ce premier rail qui est un challenge d'alignement. Il y a un deuxième rail qui est, une fois qu'on a défini la cible, c'est quelle est la stratégie pour rejoindre cette cible? Quelle est la stratégie de mise en œuvre? Voilà, c'est tactiquement comment on y va. Voilà, donc ça veut dire que il y a des chefs de projet au sein des entreprises qui vont devoir définir une feuille de route, une stratégie pour rejoindre la cible, et qui n'est pas qu'un simple planning hein, qui va se formaliser, à travers un planning, mais aussi une stratégie et pourquoi on a choisi ces étapes-là. Parce que pour aller à une cible, il y a plusieurs chemins. Bah, il faut se mettre d'accord sur à la fois le chemin, les moyens associés. Donc là, ça veut dire qu'il faut que les chefs de projet se coordonnent et se mettent d'accord. Hein, déjà, au-dessus, il faut arriver à se mettre d'accord sur la cible. Au niveau tactique, il faut se mettre d'accord sur la trajectoire pour rejoindre la cible. Hein, et dans le cadre d'une transformation, ça veut dire qu'il y a des chefs de projet et peut-être un directeur de programme qui dépend d'une des entités, donc qui essaye de ne pas être jugé parti, qui vont essayer de se mettre d'accord sur la trajectoire pour rejoindre la cible. Sachant qu'en général, ils vont être un peu influencés par leur directeur de business unit qui vont s'intéresser, mais alors attends, tu fais comment? C'est quoi les ressources? Qu'est-ce que nous, on doit mettre au pot, etc. Et puis, il y a le troisième rail, qui est le rail opérationnel, c'est les équipes qui se retrouvent, dans le meilleur des cas, avec une cible qui est bien définie, une trajectoire pour rejoindre la cible qui est bien définie, et qui doivent quand même essayer de produire une solution qui réponde de manière équitable à tous. Sachant que si une business unit, par exemple, a la sensation que ce qui est en train d'être produit, bah, il est un peu lésé parce que ses besoins sont dépriorisés, par exemple. Hein, personne n'a jamais vécu ça. Bah, la business unit va dire, OK, ce projet, c'est nul. Voilà.
sauf si vous mettez mes besoins un peu en priorité par rapport aux autres. Voilà. Donc on peut avoir ce genre d'écueil dans un projet collaboratif. Voilà. Pareil, du côté de l'innovation collaborative, bah, les équipes qui travaillent, elles vont être influencées par leur direction, chacune, pour, OK, c'est quoi ta feuille de route, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, tu veux pas orienter plutôt là-dessus parce que ça m'arrange. Voilà, donc chacun à son niveau doit réussir à faire un alignement à la fois sur la cible, à la fois sur la trajectoire pour rejoindre la cible, et puis de manière très opérationnelle. Bah, si les deux premiers ne sont pas très bien définis, ça va compliquer beaucoup le travail des équipes, hein. Mais mettons que les deux premiers soient bien définis, bah, il faut quand même réussir à ne pas se faire influencer en priorisant ou dépriorisant au gré de celui qui tapera le plus fort sur la table. Voilà. Voilà, c'était un peu pour illustrer le challenge de l'alignement dans le cadre des projets collaboratifs. Et dans ces deux cas, de innovation collaborative et transformation des entreprises. Alors, je vais faire un petit focus sur la confiance, parce que c'est un élément important des projets collaboratifs. C'est pas un acte gratuit de collaborer. C'est toujours motivé par la recherche d'un bénéfice direct ou indirect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des risques perçus au démarrage d'un projet collaboratif. Rapport de force, risque de réputation, travailler avec un tel, est-ce que c'est bon pour ma réputation? C'est comme dans la cour de récré, hein. L'IPR, la propriété intellectuelle, il y a des risques perçus. Et puis, il y a des éléments de succès qui sont très liés, fortement liés à la confiance. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu démontrer par des recherches, c'est que la confiance agit plus fortement dans le cadre des projets collaboratifs que dans les projets qui ne le sont pas. Voilà. Et on parle de goodwill trust et de competence trust, c'est-à-dire il y a deux types de confiance. Je peux avoir confiance dans la bienveillance de l'autre, c'est-à-dire si les choses ne se passent pas bien, il agira de manière bienveillante, c'est un type de confiance. Et je peux avoir confiance dans ses compétences à faire, dans sa capacité à faire, parce que je suis lié à lui. Et s'il ne le fait pas, je vais être impacté. C'est deux types de confiance complètement différentes qui se traitent de manière différente. Et j'avais construit à l'époque ce modèle de recherche qui met une relation pour que le projet réussisse entre le risque perçu et la confiance et les modalités de collaboration. Et du coup, là je pourrais en parler des heures, mais ce n'est pas l'objet, c'est comment on adapte des modalités de collaboration en fonction d'une confiance et d'un risque perçu estimé au démarrage de la relation. Ce niveau de confiance, ce niveau de risque perçu, ces risques perçus, ils peuvent évoluer, ils vont évoluer au niveau de au fur et à mesure de la collaboration, dans le bon sens ou moins bon, hein. Mais en tout cas, les modalités de collaboration doivent être adaptées. Pour illustrer, le processus de réalisation de la solution, c'est le processus d'ingénierie. Si le niveau de confiance est très faible, on va durcir le process. Un process est fait pour gérer un risque, on va mettre plus de points de checkpoint en termes d'ingénierie. Voilà. Pareil pour le processus de management, si le niveau de confiance est faible, on va mettre plus de points de rencontre. C'est un peu caricatural ce que je le dis, mais bon, je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que il y a des solutions pour réussir des projets collaboratifs, même si la confiance est faible au démarrage. On peut trouver des moyens de travailler ensemble, même s'il y a un faible niveau de confiance dans le cadre d'un projet collaboratif. Voilà, il y a et alors notamment en adaptant les modalités de collaboration. Voilà. Et toute la réflexion que peut avoir un chef de projet, elle est dans les deux sens. Les flèches qui vont de la confiance aux modalités de collaboration, elles vont aussi de la modalité de collaboration à la confiance. C'est-à-dire que les modalités de collaboration que je vais installer, c'est-à-dire des points de rencontre réguliers et qui sont tenus et de qualité, vont induire de la confiance. La confiance dans ma capacité, par exemple, à piloter l'ensemble, ou la confiance dans ma bienveillance parce que il y a une sensation d'écoute. Voilà. Bon, j'ai pas le temps de tirer toutes les ficelles de ce modèle, mais le modèle est assez basique quelque part dès qu'on le voit affiché, mais en fait, il permet de tirer beaucoup de ficelles. Voilà. Alors, pour laisser un petit peu de temps aux questions-réponses, je termine avec un slide qui sont les éléments clés à retenir. Un projet collaboratif, c'est un projet. Donc, il y a déjà
toutes les pratiques de projet fonctionnent avec ça, mais il y a quelques spécificités. C'est ce qu'on vient de dire, c'est adapter les modalités de collaboration au niveau de risque perçu et à la confiance entre les acteurs, et gérer le dilemme de la gouvernance verticale horizontale. La digression, c'est j'ai le souvenir, j'ai habité en Afrique, hein, et de faire des dîners, comme je travaillais pour les affaires étrangères, avec le président, des députés de certains pays. Et puis le sujet de la démocratie venait, mais le sujet en Afrique, j'ai le souvenir d'un président qui me disait, mais en fait, si je ne suis pas autoritaire, entre guillemets, dictature, hein, il n'y aura plus de sécurité du tout, et le pays va voler en éclats. Donc, ça m'a posé des questions quand même sur, dans un projet collaboratif, la notion de gouvernance et de démocratie. C'est une question qui interroge profondément, hein, qui est un dilemme et qui est une question d'éthique et qui n'est pas simple. Mais de temps en temps, est-ce que dans un projet collaboratif, il ne faut pas une gouvernance un peu dure? Probablement. Réassurer en continu, construire par itération pour gagner de la confiance. Le lien avec les pratiques agiles est intéressant dans le cadre de projets collaboratifs parce que c'est cette notion de réassurance sur les besoins, sur la capacité à faire des personnes avec qui je travaille, des différentes entités, qui est intéressante. Voilà, donc il y a plein de choses à tirer des pratiques agiles. Ce qui est intéressant pour travailler sur le niveau de confiance, c'est la notion de tiers de confiance. Le tiers de confiance est très utile dans le cadre de projets collaboratifs. Le tiers de confiance, on l'appelle aussi le champion de la collaboration, c'est quand il y a plusieurs entités qui travaillent ensemble, c'est celui dans lequel tout le monde a confiance. Et ben, cette personne-là, elle est très importante. Et quand vous êtes au niveau d'un CODIR et que vous lancez un projet collaboratif, une transformation ou d'innovation, il faut que vous identifiez un tiers de confiance qui soit une sorte de médiateur. Voilà. Développer en continu la sensation d'équité à tous les niveaux, ça c'est important bien sûr, et développer la confiance en maintenant une juste suspicion. Alors ce qui est intéressant avec cette notion, la notion de juste suspicion dans la confiance, elle est adressée par les académiques, c'est que si on fait trop confiance, la relation peut être sous-performante. L'image, c'est quoi? Ça peut être même dans un couple. Si l'autre a la sensation que, enfin, si vous lui donnez trop de confiance, l'autre va avoir la sensation que vous ne vous intéressez pas, ou qu'il n'y a aucun contrôle, et que parce que vous ne vous intéressez pas à lui. Ou alors, il y a trop de confiance, il n'y a aucun check, et du coup, à un moment donné, il y a des comportements déviants qui s'installent. Et du coup, la relation perd en qualité. Voilà, donc cette notion de juste suspicion dans les relations est intéressante et elle s'applique au projet collaboratif. Voilà, et puis le dernier mot, hein, c'est que euh, pour lancer un projet collaboratif, il y a vraiment un enjeu d'alignement des acteurs à tous les niveaux qui est important dès le lancement. Donc le protocole de lancement des projets collaboratifs doit tenir compte de tout ça.